Bienvenue dans la Cool Room, votre rendez-vous F1. Le Grand Prix de Miami approche à grande vitesse et il s'en est passé des affaires dans l'actualité dernièrement. On va jaser de ça aujourd'hui au tour à midi. Merci et salut à tous. Alors effectivement, il s'en est passé des choses et le truc le plus important qui s'est passé, c'est que finalement on a eu un vote sur les décisions de changement de réglementation. Mhm. Pour les changements de réglementation, ils ont décidé de effectivement changer quatre grandes lignes de règlement ou on va dire quatre grandes sections de changement qu'ils nous ont offert et qu'ils nous ont expliqué. La première, elle concerne les qualifications. Alors déjà, en qualification, on va passer d'une capacité de 8 mégajoules à 7 mégajoules. Qu'est-ce que ça change? Ça change le temps de recharge et ça change la capacité des batteries à récupérer de l'énergie. Les batteries vont pouvoir récupérer moins d'énergie, donc moins de temps à recharger, à récupérer, et donc plus de temps Mhm. pour les pilotes pour être à la limite de leur monoplace. C'est une bonne nouvelle, ça va nous permettre de récupérer nos qualifications qui étaient un exercice de conduite à la limite. Et pas seulement ça aussi, ils ont changé la capacité du super clipping. Maintenant, le super clipping, il peut récupérer beaucoup plus d'énergie. Il est passé de 250 kW à 350 kW. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer 2 à 4 secondes gagner en temps de récupération. C'est-à-dire que pour remplir la batterie maintenant, au lieu de faire par exemple sur un tour 4 secondes de super clipping, une voiture ne va faire que 2 secondes de super clipping. Dans le monde de la F1, 2 secondes, ça reste énormissime, mais ça va nous permettre quand même de voir les pilotes aller un peu plus à fond et aller flat out, comme ils disent en anglais, Mhm. plus sur un tour de qualification. Et finalement, euh, aussi en qualification, ils avaient prévu 8 courses avec un réglage de consommation d'énergie basse. Maintenant, ils sont passés à 12 circuits. Mhm. Ça, c'était pour les qualifications. Maintenant, des changements en course vont avoir aussi lieu. C'est quoi les changements qui vont avoir lieu en course? Eh bien, ils vont changer la capacité de déploiement du MGUK, autrement dit la batterie des voitures en F1. Ce qui va changer, c'est qu'ils vont garder une certaine stabilité. En ligne droite, on parle de 350 kW qui va rester. Quand je dis ligne droite, c'est aussi, faut se dire que c'est aussi les zones à faible appui aérodynamique. Sur ces zones, ils vont avoir un déploiement de 350 kW et sur les virages ou les zones à fort appui aérodynamique, ils parlent de 250 kW. Et pour éviter, comme l'accident qu'a eu Berman à Suzuka, ils vont limiter l'ajout que va venir ajouter le boost à la capacité de déploiement de la batterie et qui va être plafonné à 150 kW. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ta batterie déploie moins que 150 kW, eh bien le bouton boost va te permettre d'arriver à ce 150. Mais si la batterie déploie déjà plus que 150, tu n'auras pas de boost. D'autres changements qui vont arriver, c'est pour les courses sous la pluie. On n'en a pas encore vu, mais ils ont prévu des changements pour ça aussi, pour éviter d'avoir des problèmes de sécurité et des accidents dangereux. Surtout quand on sait que sous la pluie, les voitures de F1, elles ont beaucoup moins de grippe et elles sont beaucoup moins faciles à manipuler. Alors ce qui va changer, c'est le système ERS ou le système de récupération d'énergie. Mhm. Ils vont réduire sa capacité à déployer de l'énergie pour créer plus de maniabilité de voiture, pour que le train arrière ne soit pas imprévisible et pour que les pilotes puissent mieux contrôler leur voiture. Aussi, ils vont changer les températures des couvertures des pneus. Ils vont permettre aux couvertures de pneus de générer plus de température afin d'avoir des pneus déjà prêts à avoir plus de grippe dès la sortie des stands. Finalement, le quatrième changement, ça va être
Il n'est pas encore final, ça va être des tests faits à Miami. Ce qu'ils vont tester, c'est ils vont tester une procédure de départ. Parce qu'on a vu sur les trois grands prix que les voitures qui ont eu moins d'énergie de batterie, ils ont eu du mal à se lancer en départ arrêté. Ces voitures, elles ont été au ralenti, alors que les autres voitures se lançaient à pleine vitesse et ça Mhm. pouvait créer des dangers de différentiel de vitesse. Ce qui va arriver maintenant, c'est qu'ils vont rajouter un système de détection qui va détecter automatiquement s'il y a un problème après le relâchement de l'accélérateur, si la voiture n'arrive pas à prendre du régime, eh bien le système va enclencher automatiquement le MGUK pour donner un boost qu'on va appeler de batterie au moteur pour lui permettre de mieux se lancer. Mhm. Ces voitures aussi, ces voitures qui vont bénéficier de ce boost et qui sont censées être au ralenti, eh bien, ils vont avoir aussi un système lumineux qui va informer les autres pilotes qu'ils sont en mauvaise situation de départ pour éviter tout accident ou tout incident qui peut arriver sur les départs. Ça va être les changements qu'on va voir à partir de Miami. Alors, pour ces changements, il y a eu des déclarations. Il y a eu des déclarations. La première que je veux citer, c'est la déclaration de Tambiasi, le directeur des monoplaces chez la FIA, qui a dit que oui, ça, c'est des changements, mais qui vont pas changer grand-chose à ce qu'on a vu. C'est-à-dire que c'est des changements pensés pour la sécurité, des changements pensés pour améliorer la conduite des pilotes, mais ils disent que ça va pas vraiment changer le spectacle. Et c'est ce qu'on va voir à ce prochain GP. Je sais pas ce que tu en penses de cette nouvelle, mais moi en tout cas, je me réjouis de voir qu'on va récupérer des qualifications avec des pilotes qui peuvent conduire à la limite. Oui, effectivement, je suis vraiment contente que la FIA a pris en considération les dangers au niveau de la sécurité des pilotes. J'ai vraiment hâte de voir la différence que ça va faire au Grand Prix de Miami. Donc, je sais pas, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Dans les commentaires, dites-nous qu'est-ce que vous croyez qui aurait dû être fait plutôt que les choix qui ont été faits jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y aurait dû avoir plus? Est-ce que c'était les changements qui ont été faits, ça vaut pas la peine? Parlez-nous-en. Maintenant, ça c'était pour l'actualité de changement de réglementation, mais maintenant moi j'aimerais aussi parler des rumeurs du paddock, parce que peut-être que Max Verstappen va être la clé d'une season cette année. On sait tous que Verstappen a une clause de libération, une clause sur son contrat que si à la mi-saison il n'est pas à la troisième place, ce qui a été confirmé par Helmut Marko, qui n'est plus chez Red Bull, mais qui a quand même des connaissances, qui connaît bien Max Verstappen, qui était là lors des signatures de ses contrats. Et il nous a confirmé qu'il a une clause qui lui permet de quitter Red Bull et d'annuler son contrat en fin de saison si à la mi-saison il n'est pas en troisième place ou mieux. Avec la tendance de Red Bull maintenant, Max Verstappen il est neuvième, il a que 12 points, il est loin des 3 premiers, voire des 5 premiers. Euh, donc on pourrait peut-être voir un Max Verstappen qui quitte Red Bull. C'est ce que Gunther Steiner, l'ancien patron de Haas, a confirmé, qui s'est converti en journaliste. Lui, il a confirmé que Max Verstappen ne quittera pas la F1 parce qu'il dit que c'est un passionné quand même, qui aime conduire et qui sait conduire, mais que le voir quitter Red Bull est une forte probabilité, surtout avec leurs mauvais résultats de cette saison-là. Maintenant, ce qui est un peu étonnant, c'est de voir que Toto Wolff chez Mercedes n'a pas encore décidé du sort de George Russell, n'a pas renouvelé son contrat et on sait que depuis 2016, Toto Wolff voulait avoir Max Verstappen et c'est son plus grand regret, on va dire, en F1 en tant que manager. Est-ce qu'il n'a pas renouvelé le contrat de George Russell pour voir ce qu'il en est du contrat de Max Verstappen? En tout cas, si Max Verstappen annule son contrat avec Red Bull et quitte en fin de saison, c'est sûr que toutes les grandes équipes vont vouloir se l'arracher. Mhm. On verra. C'est peut-être annonceur d'une silly season, d'un petit jeu de chaise musicale chez les équipes de F1. Ça serait intéressant de voir ce que ça va proposer.
Oui, puis aussi en parlant de Mercedes, on a une petite nouvelle dernièrement dans les actualités avec Mercedes. On a Dorian Pain qui est apparu dans une des monoplaces de Mercedes, qui a fait un petit tour à Silverstone le 17 au 19 avril dernier. C'est quand même intéressant. Une femme, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une femme dans la F1. Une femme qui a gagné la F1 Academy de l'année dernière, qui est, rappelons-le, pas nécessairement, c'est pas de la F1, c'est vraiment de la F4, mais qui est fait pour encourager les femmes dans le milieu de la F1 parce qu'il en manque pas mal. Hein. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'en a pas eu. Donc, j'ai trouvé ça bien de la voir conduire cette Mercedes-là sur le circuit de Silverstone. C'est une pilote qui est remarquable, qui a fait ses preuves. Moi, j'aimerais ça la voir personnellement aussi dans une F1 en course avec les autres pilotes éventuellement. Je pense que ça vaut la peine de souligner cette avancée-là dans le monde de la F1 quand même. Là. Qu'est-ce que t'en penses, Oui, Mehdi? c'est vrai que c'était rafraîchissant de voir Dorian conduire, surtout que c'est pas juste une pilote de F4 ou une pilote de développement Mercedes, elle est bien plus que ça, c'est une pilote d'endurance Oui. qui a fait ses preuves chez les Iron Dam bien avant sa saison de F4, Mhm. de F1 Academy, pardon. C'est quand même, elle participe avec Peugeot au projet Hypercar pour faire les 24 heures du Mans cette année. Bon, honnêtement, c'est une grande pilote avec des belles compétences. Et la voir rouler cette Mercedes, c'était rafraîchissant, c'était beau à voir. En espérant qu'elle va ouvrir les portes pour voir plus de femmes en F1 et pourquoi pas des pilotes femmes sur la grille de départ prochainement. Oui, vraiment, c'est vraiment quelque chose que moi, personnellement, j'aimerais voir un peu plus de représentation parce qu'il y a beaucoup de clichés qui disent que les femmes n'ont pas leur place nécessairement dans une monoplace F1. Moi, je pense que Dorian est en train de nous prouver le contraire. En Hein. tout cas, le talent est là, Ah la oui. capacité est là et on lui souhaite que le meilleur pour sa carrière, c'est Oui, sûr. absolument. Donc ça, c'était pour l'actualité des dernières semaines, depuis le dernier Grand Prix. On a le Grand Prix de Miami qui s'en vient. On a des choses qui vont changer, évidemment. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus. Ben, avant de parler des changements qui vont arriver, moi j'aimerais faire un petit rappel du classement des pilotes après ces trois courses. Alors j'ai ici un petit tableau du classement avec Antonelli en leader avec 72 points, George Russell à 63 points juste derrière son coéquipier, Charles Leclerc en troisième position, Hamilton en quatrième, Norris cinquième position avec 25 points, Piastri 21 points, Berman en septième position, Gasly en huitième, Max Verstappen en neuvième et pour clore le classement des 10 premiers, Liam Lawson en dixième position avec 10 points. On voit déjà une hiérarchie des équipes se créer. On voit bien que les pilotes Mercedes, suivis des pilotes Ferrari, suivis des pilotes McLaren. Ensuite vient les équipes de midfield. C'est un beau départ pour Berman qui est qu'à sa deuxième saison officielle de F1. Et Oui. Pierre Gasly aussi qui fait un beau début de saison avec son Alpine. Par contre, un début difficile pour Max Verstappen. Alors, ce qui va arriver à Miami, c'est que plusieurs équipes ont promis d'arriver avec des gros packs d'amélioration, des grosses améliorations sur leur voiture. La plus intense va être Ferrari. Ferrari, ils vont arriver avec un nouveau plancher. C'est un élément qui va ramener plus d'appui, plus de stabilité. Ils ont finalement trouvé une deuxième version de ce qu'ils appellent l'aileron Macarena. Ils Oui. l'avaient essayé en Chine, mais finalement ils ont dit qu'il avait encore des problèmes. Mais là, ils vont arriver avec une V2 qu'ils ont testé à Monza sur cette période d'arrêt de F1 et ils vont pouvoir arriver avec ça au prochain Grand Prix. Il y a aussi un nouvel aileron, un châssis revu pour alléger le poids de la voiture et ils vont changer leur halo, ils vont faire un halo plus fin. On a vu des tests déjà qu'ils ont fait en privé sur une séance de tournage à Monza et ils ont pu apporter toutes ces modifications pour voir, pour faire un premier test, mais ils vont vraiment les tester à Miami et voir ce que ça va donner comme résultat. Il y a aussi Red Bull où Laurent Mekies a dit que le team principal qui a dit que
Ils sont en train d'arriver avec des gros changements. Ça va pas être, il promet pas que ça va être compétitif, que ça va aller chercher les Mercedes, mais il parle déjà d'une grosse amélioration qui peut aider l'équipe à déjà être mieux que ce début de saison difficile. Mhm, Red Bull, ils ont trouvé une façon de créer leur propre aileron Macarena à leur propre sauce, mhm. avec euh, pas exactement de la même façon que Ferrari, mais pour avoir finalement le même résultat. Ils ont réussi à réduire le poids de cette Red Bull, parce que cette Red Bull elle avait un problème de poids, elle était à 10 kilos de plus par rapport à la limite Ah ouais. minimale du règlement, ce qui crée un gros problème. Ben, apparemment, ils ont réussi à trouver comment avoir moins de poids, un nouveau plancher, un nouveau pantant de la réduction de poids. C'est surtout ça les changements que Red Bull va arriver avec. On les a vus tester à Silverstone, ces améliorations. Et on verra ce que ça va donner pour eux à Miami. Il y a aussi McLaren où ils n'ont pas précisé quelle amélioration ils vont ramener, mais ils ont dit qu'il y a des big upgrades qui vont arriver. Et ça va être en split entre le Grand Prix de Miami et le Grand Prix du Canada. Ça, c'est pour les changements de, ça, c'est pour les changements qui vont arriver. Aussi, une nouvelle confirmée par la F1 et la FIA, c'est que la duo, ou le temps additionnel de développement et d'upgrade des unités de moteur, ben, normalement, la duo devait arriver, ce temps additionnel de développement qui va être permis aux équipes, il était censé arriver après la sixième course, qui était censé être le GP de Miami. Mhm. Sauf qu'avec l'annulation de deux courses, tout le monde se demandait est-ce que ça va être après Miami ou ils vont reporter ça après Monaco en juin. Eh bien, on a une réponse, ça va être après Miami. C'est-à-dire que les équipes qui vont avoir l'accord d'upgrade leur moteur, eh bien, ils pourront le ramener dès le Grand Prix de Canada. Effectivement, est-ce que ça va être ça dans la réalité? C'est difficile. Ça va être difficile de se ramener avec un nouveau moteur dès le Canada, surtout avec la limite d'utilisation d'unités. Mhm. Mais on pourrait voir, dès le Grand Prix d'Autriche, on pourrait voir des changements de moteur dès que si c'est accordé par exemple à Ferrari qui comptait changer son moteur après la huitième course. En tout cas, on va suivre ça et on vous tiendra au courant des développements de la duo au courant notre prochain épisode. Ça conclut les nouvelles et le preview de ce Grand Prix. On va avoir un week-end mouvementé. C'est un week-end où il y a une course sprint. Donc c'est FP1, qualif de sprint, qualif de course et course. Sauf que ces FP1, eh bien, ils vont être plus lents. Ça va être des FP1, des essais libres de 90 minutes à la place de 60 minutes pour permettre aux équipes de tester tous les nouveaux changements de réglementation, tous ces changements de batterie, ces changements d'énergie, eh bien, ils vont avoir plus de temps pour les essayer. Et aussi parce qu'il y a eu un arrêt de 5 semaines, ça Oui, va quand être même. comme un shakedown de nouveau. La saison repart comme si c'est un nouveau départ de saison. Et on va voir que sera la nouvelle hiérarchie après tous ces changements. Ça conclut ce que j'ai pour vous comme actualité nouvelle concernant la F1, mais je veux vous laisser avec Marilyn pour une nouvelle fois l'école du paddock. Marilyn, qu'est-ce que tu nous as concocté cette fois pour ton école du paddock? Oui, donc aujourd'hui à l'école du paddock, je veux aborder la question de la sécurité. Après avoir vu l'accident de Berman au dernier Grand Prix, le voir sortir de sa monoplace presque indemne, de voir son véhicule dans un état pitoyable, ça m'a donné envie de fouiller un peu sur l'histoire de la sécurité dans l'histoire de la F1. J'ai fait un peu mes devoirs, j'ai fait mes recherches. Donc, voici. Dans les années 1950, au début de la F1, il n'y avait vraiment aucun système de sécurité, aucune réglementation à ce niveau-là. Les pilotes étaient libres de porter ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient. Donc, on avait des pilotes sans aucune protection.
qui courait presque vers la mort. Mais dans les années 60, en 1961, 11 ans plus tard, c'est là qu'on voit vraiment l'arrivée du casque obligatoire, des lunettes de protection obligatoires et d'une combinaison ignifuge. Ça a fait quand même toute une différence au niveau de la sécurité, mais c'était pas encore là à 100%, mettons. C'est vraiment dans les années 60, dans les fins des années 60 que Jackie Stewart a fait vraiment une différence, a commencé à amener son équipe médicale, a commencé à militer pour augmenter, pour l'apparition de la safety car, entre autres, les protections des pilotes au niveau des circuits, l'ajout de barrières de protection pour éviter les sorties de piste. Finir dans un arbre à 300 km/h, c'est pas doux. On a vu le personnel de piste aussi qui est apparu avec une combinaison aussi ignifuge autant que les pilotes dans 1975. On a vu un casque complet apparaître qui offrait aussi une protection du cou et une protection de la tête au complet, ce qui a fait une grosse différence. Et c'est vraiment dans les années 80 que là, la sécurité a vraiment passé à un autre niveau. On a vu une cellule de survie apparaître en fibre de carbone sur les véhicules à partir de 90 obligatoire, ce qui offre vraiment une protection accrue au niveau des pilotes. C'était vraiment plus... La voiture était plus faite solide. On avait une crash box qu'on appelle en avant et en arrière qui s'écrasait et vraiment la cellule de survie restait solide pour protéger le pilote uniquement. Et on a aussi vu apparaître des protections ignifuges pour les réservoirs d'essence qui évitaient que les pilotes se fassent brûler dans leur monoplace. La FIA a aussi commencé à obliger les crash tests sur les monoplaces pour assurer la protection des pilotes. Avant, ils étaient de plus en plus exigeants sur les systèmes de protection. C'est vraiment en 1994 qu'on a vu une sécurité beaucoup plus moderne, qu'on voit des exemples. Quand les pilotes arrivent au stand, il y a eu une limite de 80 km/h pour protéger le personnel, les mécaniciens et tout, le personnel de piste. On a vu aussi la combinaison apparaître pour les personnels de piste, les mécanos, les casques et les gants qui étaient aussi obligatoires pour les mécaniciens. Et jusqu'en 2010, on avait les pilotes pouvaient remplir leur véhicule d'essence. Mais après 2010, ça a été complètement enlevé, ce qui a aussi beaucoup amélioré la sécurité du personnel de piste parce que un feu, pendant qu'on refuel, c'est quand même dangereux. Ça cause beaucoup de dommages. C'est vraiment aussi en 1996 qu'on a vu apparaître la protection au niveau de la tête dans la monoplace, de chaque côté de la tête, de gauche à droite. On avait des coussins qui évitaient le balancement de la tête lors des chocs latéraux. Et on avait aussi des retenues des roues qui ont été rajoutées. Donc, si la roue vient pour partir, elle était retenue. C'est sûr que ça empêchait pas la roue de partir à 100%, mais ça faisait quand même diminuer les risques de la roue. Et en 1997, on a commencé aussi à mettre des boîtes noires, comme dans les avions, mais dans la monoplace, ce qui enregistrait vraiment toutes les données lors des impacts, lors des crashs, à quelle vitesse il allait, où a été les chocs, tous les paramètres qui pouvaient permettre aussi aux ingénieurs d'améliorer la sécurité des pilotes par la suite. On a aussi, dans les années 2003, c'est là que, en 2003, en fait, c'est là qu'est finalement apparu le HANS, qui est le Head and Neck Support, qui a fait une vraiment grosse différence au niveau de la protection du cou et les whiplash. Quand on a un coup qui fait que la tête va vers l'avant, ça retient le cou, la tête, et tout va décélérer en même temps, ce qui peut vraiment protéger les pilotes au niveau de la colonne vertébrale. En 2015, on a aussi vu l'apparition de la Virtual Safety Car. La première Safety Car était en 1973 et la Virtual Safety Car, elle, envoyait un message automatiquement dans toutes les monoplaces des pilotes, indiquant qu'il y avait un danger sur la piste, tu dois diminuer ta vitesse à un certain delta précis. Si tu ne respectes pas ça, tu as une pénalité, ça fait une quand même grosse différence. Donc, ça permettait vraiment de protéger tout le personnel de piste, peu importe l'emplacement de l'accident, sans surprise pour les pilotes non plus. C'est vraiment... On voit que on avance au niveau de la sécurité. Et c'est en 2018 qu'on a vu l'apparition du fameux halo, qui n'a pas fait vraiment plaisir à tout le monde. Je dirais même pas pas grand personne, à ce que j'ai cru remarquer dans mes recherches. Le halo est encore un système de protection à 3 attaches qui permet à éviter
mettons qu'une roue part d'une monoplace, se ramasse dans ta face, ça bloque parfaitement la grandeur d'une roue, mais ça n'empêche pas quand même le pilote de pouvoir ressortir rapidement de son véhicule en cas d'accident, de feu, etc. Et ça peut soutenir jusqu'à 12 tonnes de poids. Donc, même si le pilote se retrouve avec une voiture ou peu importe, par-dessus son halo, il se retrouve protégé vraiment davantage par rapport à tout ça. Ça fait vraiment une grande différence. Puis on a vu la différence apparaître dans l'histoire jusqu'à maintenant. T'sais, en 2018 à Spa avec Leclerc et en 2020 à Bahreïn avec Grosjean qui n'aurait pas réussi à survivre de son accident. Et aujourd'hui, on voit l'accumulation de toutes ces évolutions-là. On voit un casque en fibre de carbone, en Kevlar, en polyéthylène, avec une visière complète qu'on peut retirer des couches pour permettre de mieux voir lorsqu'il y a des mouches, des débris, etc. On voit une combinaison inifuge à double couche. Donc, oui, il y a la combinaison, mais le pilote porte aussi des gants, des sous-vêtements, une cagoule qui est aussi inifuge. Et tout ce système-là permet au pilote de survivre à plus de 11 secondes en cas de feu. Donc, le temps nécessaire pour pouvoir sortir le pilote de la monoplace et de le mettre dans un endroit sécuritaire. Et en 2018, on a aussi vu apparaître les gants biométriques qui permettent de calculer vraiment toutes les données biométriques du pilote lors de la course et lors des accidents, ce qui nous donne vraiment une bonne indication de ce qui se passe en temps réel. On a vu le harnais en 6 points apparaître aussi aujourd'hui. On a 6 points d'attache, mais un seul point pour pouvoir l'enlever rapidement en cas d'accident, pour les secours en cas que les pilotes sont inconscients et tout, ou eux veulent sortir, c'est un point, let's go, on sort. Et en plus de leur siège qui est moulé vraiment pour eux, donc qui leur permet un soutien complet par rapport au siège avec leur harnais. Et tous les pilotes sont forcés de participer à des tests d'extraction qui garantissent qu'ils soient capables de sortir en 5 secondes et moins de leur monoplace en cas d'accident. Donc, même si les pilotes ne réussissent pas ce test-là, il faut qu'ils le refassent jusqu'à temps qu'ils soient capables de réussir ça, ce qui permet qu'ils sont capables d'assurer une protection en cas d'accident, de feu, etc. Le pilote peut sortir rapidement. Sinon, il y a des ajustements qui doivent être faits. Donc, tout ça a mené à la monoplace d'aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a des changements qui sont encore, qui vont venir, qui vont changer, évidemment, avec l'apparition des moteurs électriques hybrides. On voit les batteries qui sont une autre source de danger. Ça va changer encore. Le halo que des équipes ont testé qui est plus léger, plus mince. Mais au final, tout ça a mené à une course qui est beaucoup plus sécuritaire, que les pilotes peuvent savoir qu'ils vont retourner chez eux le soir, à un public qui s'attend pas à un drame à chaque course. Puis moi, je trouve que ça fait vraiment une différence parce qu'effectivement, Berman, si on le met dans les années 50, aurait pas survécu cet accident-là. Moi, je suis bien heureuse de voir ces changements-là. C'est dommage que ça ait pris autant de temps, mais c'est quelque chose qui a fait vraiment une grande différence au sport. Puis j'espère qu'il va continuer d'avant aussi pour ce sport-là qui est un sport professionnel et qui mérite une sécurité pour les pilotes. Donc, Moi, pour te reprendre, je pense que si Berman avait eu son accident aux années 50, c'est pas juste que Berman ne serait pas là, mais je crois même des gens du public ne seraient pas là non non, plus. effectivement, parce qu'on a vu les barrières protéger les courses, les pistes là, des sorties de course. Exactement. Et moi, j'ai envie de dire que c'est pas juste des changements de sécurité, mais c'est aussi des changements de culture. On est passé d'une culture où on admettait que le risque de mort et le danger étaient une partie inévitable du sport, alors qu'aujourd'hui, c'est une partie inimaginable et inacceptable de voir un pilote avoir une blessure grave. Et c'est tant mieux. C'est vraiment beaucoup mieux. On devrait remercier tous les ingénieurs qui ont pensé à plein d'astuces et de dispositifs ingénieux qui gardent ces sportifs en vie et qui nous permettent un spectacle, Sécuritaire. ouais, un spectacle qui est quand même impressionnant, mais dans Oui. des conditions de sécurité maximum. On pourrait même, moi, j'aimerais même voir la F1, d'ailleurs ils le font, et Dieu merci qu'ils le font, les voir
pas juste réagir à des accidents et créer des règlements Mais les après. prédire, oui, hein. Exactement, mais prédire ce qui peut être dangereux et ne pas attendre d'avoir un drame ou une tragédie pour changer les éléments de sécurité et renforcer la sécurité, mais plus prédire ce qui peut être dangereux par des simulations, par Aujourd'hui, on a des intelligences artificielles qui sont Oui, très bonnes à faire des prédictions on a la technologie pour pouvoir prédire justement les pour prochaines. éviter n'importe quel Oui, drame. Exactement. oui, je suis d'accord. Écoute, merci beaucoup pour cette petite parenthèse historique. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Oui. Dites-nous ce que vous pensez de l'actualité de F1, ce que vous attendez de ce Grand Prix de Miami. Donnez-nous vos pronostics pour le Grand Prix qui arrive de Miami. Abonnez-vous pour ne rien rater de la Cool Room. Mettez-nous un like si vous avez aimé l'épisode et on vous dit à la prochaine. À la prochaine!